Chapitre 13. Moonakatz entre en scène. La peur est une source d'énergie inépuisable. Voilà une leçon que j'aurais tirée de mon bref séjour au camp et surtout de cette nuit de folie et des heures de marche forcée qui m'ont permis de me casser. Quand je rejoins finalement la route qui serpente dans le fond de la vallée, de l'autre côté de la montagne, il fait déjà jour depuis un bon moment. L'averse a cessé, mais je suis aussi trempée que si je venais de piquer une tête dans le torrent. Ma blessure à l'épaule s'est remise à saigner, et je ne sens plus mon bras entièrement ankylosé. Mes dents claquent, mon front brûle, je suis incapable d'articuler un son cohérent. J'ai vaguement conscience de tout ça, mais je me trouve dans un état second, comme spectatrice de ma propre existence. Je dois avoir l'air d'un épouvantail ou d'une morte vivante fraîchement sortie de la tombe, odeur y compris. Du moins, c'est ce que la tronche du papy qui accepte de me laisser grimper dans sa voiture laisse supposer. Pas un temps à faire du stop, ça. Ni vraiment le bon endroit, me salue-t-il, tandis que je m'effondre dans le minuscule siège passager. Ouais, vous avez raison, monsieur. Vous vous êtes mise dans un drôle d'état, ma petite mademoiselle. Encore vrai. Et vous allez où comme ça? Je sais pas, je veux dire. Je suis pas du coin. Je l'aurais deviné. L'œil du vieux monsieur pétille. Comme il m'examine plus attentivement, je vois son air amusé se muer en une expression plus sérieuse. Je pense que le mieux serait de vous déposer quelque part où vous pourriez prendre une bonne douche, avaler un solide petit déjeuner et changer de vêtements, non? Je me contente de hocher le menton, soudain trop faible pour articuler. Toute la tension accumulée de ces dernières heures se relâche, la voiturette se remet en branle dans le zonzonnement de son moteur électrique. Je me sens partir, bercé par le roulis, alors que nous abordons une série de virages en épingle. Des images de la nuit dernière défilent sous mon crâne. Je n'ai pas attendu que les APO découvrent ma cachette derrière l'abreuvoir. J'ai rampé aussi loin que j'ai pu, puis, une fois debout, j'ai couru, profitant du clair de lune. Je suis bientôt tombée sur une piste creusée d'ornières où les roues des quads avaient imprimé leur sillon. À chaque pas, je revoyais la longue silhouette d'Erwan se flétrir, telle une fleur fanée, après le coup de couteau qu'il s'était infligé. J'ai eu beau me répéter qu'il avait l'esprit dérangé, qu'il n'avait pas hésité à précipiter Samia dans le vide, je me sens atrocement coupable de tout ce gâchis. Je ne peux m'empêcher de penser que tout est arrivé par ma faute, que si je n'avais pas cherché à m'enfuir, entraînant le garçon dans mon délire, Samia serait toujours entière et Erwan en vie. Au lieu de ça, la première s'est fracassé les membres sur les rochers, et le second a préféré se planter un couteau dans le ventre. Oui, tout est ma faute. Erwan! Calmez-vous, mademoiselle, tout va bien, vous êtes en sécurité. J'ouvre les yeux paniqués. Tout est blanc autour de moi. Où est passé le papy? Comment suis-je sortie de la voiturette? Nous avons dû vous administrer une dose d'anesthésique, le temps de recoudre ce vilain bobo au bras et de faire tomber cette mauvaise fièvre. Vous avez dormi presque 24 heures. J'essaie d'ouvrir la bouche, j'ai l'impression qu'elle est bourrée de coton. L'infirmière me sourit. Bien. Je vais aller vous chercher un plateau repas. Vous avez besoin de reprendre des forces. Ensuite, le docteur viendra vous voir. Vos parents sont en route pour vous récupérer. Ils ne devraient plus tarder. Tout ça m'est asséné avec une redoutable gentillesse. Je dois me concentrer pour remettre de l'ordre dans mes pensées. Je suis à l'hôpital. Je vais rentrer à la maison. Grâce à mon empreinte rétinienne, le personnel a pu découvrir mon identité et contrôler la validité de mon assurance pour la prise en charge des soins. Comme je suis mineure, ils ont averti mes responsables légaux. Ok, tout se tient. Mais pourquoi mes parents ont-ils décidé de se pointer ici, plutôt que de contacter Patrick Drake et de le laisser me ramener au camp? Là, j'avoue que quelque chose m'échappe. L'infirmière est vite de retour. Elle dépose le plateau repas sur la tablette devant moi. La simple vue de l'assiette de jambon frites et du yaourt me fait saliver. L'odeur n'en paraît plus merveilleuse que celle d'un parfum oriental. À peine l'infirmière ressortie, je me jette sur la nourriture, expédiant l'entrée en moins d'une minute. Je suis tellement concentrée sur l'explosion de saveur dans ma bouche que je n'entends pas la porte se rouvrir. Heureux de te voir rétabli, Lou. Je sursaute. Encore à cran après tout ce bins. Un moment, j'ai cru que Patrick avait retrouvé ma trace. Mais le type qui se tient devant moi n'a pas grand-chose à voir avec le mentor. Plus grand, et surtout beaucoup plus gros que Drake, il lève les mains en signe d'apaisement et recule d'un pas. Du calme, pas la peine d'alerter les guignols de la sécurité. Il m'adresse un clin d'œil par-dessus les verres de ses lunettes noires, referme derrière lui et s'assied sur la chaise restée libre à côté du lit en soufflant comme un phoque. À croire que ce simple geste lui a coûté un effort surhumain. Avisant mon assiette, il tend la main et pioche une frite, qu'il engloutit sans même mâcher.
Eh, faut pas vous gêner. Non, tu as raison. Pourtant, je ne devrais pas manger des trucs aussi riches, à cause de mon cholestérol. Toi non plus d'ailleurs, si tu ne veux pas avoir d'ennuis de santé plus tard. C'est vous le toubib? Vous en avez pas l'air. Ou alors les exigences en matière de recrutement ont été revues à la baisse dans les hôpitaux publics, avec ses cheveux longs qui lui pendent dans le cou et sur les épaules, sa barbe de 3 jours virant sur le gris et son blouson en cuir râpé style aviateur, mon pique-assiette me fait l'effet d'un zonard en cure de désintox. Ignorant ma remarque, il se sert une autre frite et explique. C'est un drôle de coup de bol de te trouver, Lou. J'ai dû interroger pas mal de monde et graisser quelques pattes avant d'apprendre ton existence. Il semble même que j'ai un coup d'avance sur les confrères. Heureusement, je suis finalement tombée sur ce prof retraité qui vit presque en ermite dans un chalet paumé au pied des montagnes. C'est lui qui t'a prise en stop et déposée à l'hosto. Tu lui dois une fière chandelle parce qu'il aurait pu te ramener au camp. Tu penses bien qu'il a tout de suite compris d'où tu sortais avec ta dégaine. J'interromps le laïus d'un geste agacé pour demander. Mais qui êtes-vous, bon sang? Oh, désolé, je parle toujours trop, des formations professionnelles, sans aucun doute. Je me présente, Mouna Katz, c'est mon pseudo. Je suis web journaliste indépendant. Tu me connais peut-être? Je devrais? Pas obligé, non, tu es au courant de ce qui se passe au camp. La question me prend au dépourvu. Mouna Katz me pique une nouvelle frite et l'avale. Je préfère jouer les idiotes. Où ça? Le journaliste rigole franchement, manquant s'étrangler. Excuse-moi, mais tu n'es pas vraiment doué pour le mensonge, Lou. Tu ne rouleras pas un vieux singe comme moi. Ils ont mis la clé sous la porte après le drame là-haut. Il me faut un certain temps pour dissocier les deux affirmations et comprendre ce que Katz m'annonce. Le drame? Alors tu ne sais pas encore. Je regrette presque de devoir te mettre au parfum. Lou, mais puisque personne ne l'a encore fait, je suppose que je n'ai pas le choix. Samia Marquez est morte. Ici même, à l'hôpital, l'enquête ouverte par les gendarmes a déclenché un véritable branle-bas dans le camp. J'encaisse le coup. Je n'ai soudain plus faim. Katz, en revanche, continue de se bourrer de frites en m'expliquant. Elle souffrait d'un très grave traumatisme crânien. Un accident aussi bête devait bien finir par se produire avec leur satanée méthode de rééducation. C'est le sujet de mes articles, justement. Je suis ce genre d'affaires de près depuis que les stages se sont multipliés. Des camps se sont ouverts un peu partout, mais celui dont tu t'es échappé m'intéresse tout particulièrement. Parce qu'il existe d'autres endroits comme celui-là? J'en ai dénombré une douzaine sur le territoire, tous situés dans des coins perdus. Peu de gens sont au courant parce qu'ils ne font pas de pub, tu penses? Seuls certains organismes officiels connaissent leur existence et bien sûr les jeunes à problème qui y sont expédiés sur les conseils des services sociaux ou par injonction des tribunaux, mais généralement, les stagiaires refusent de parler de leur expérience. Je n'en ai jamais rencontré qui acceptait, en tout cas. J'ai capté le message envoyé par Mouna Katz. Et vous pensez que ce sera différent avec moi? J'en suis persuadée, oui. Il ne manque pas d'air, et il insiste en plus. Je ne veux pas t'alarmer, mais en temps normal, personne ne s'échappe avant la fin du stage. Tu parles d'un scoop, Patrick Drake m'a déjà suffisamment mis les points sur les i à ce sujet. Les circonstances dramatiques ont joué en ta faveur, continue Mouna Katz. Si les responsables du camp n'avaient pas dû faire le ménage avant l'arrivée des gendarmes, ils t'auraient rapidement remis le grappin dessus, tu peux me croire, et ils se seraient débrouillés pour que tu ne puisses pas témoigner. Mais c'est qu'ils me foutraient les jetons. Écoutez, mes parents vont bientôt arriver, je me tire d'ici et je n'ai qu'une envie, tout oublier, ok? Pendant un moment, seule la lourde respiration du journaliste rompt le silence retombé dans la chambre. Puis Mouna Katz se relève en ânant et me tend une carte sortie d'une poche de son blouson. Ok, je comprends. Si jamais tu changes d'avis, voilà mon adresse com. Même pas en rêve. Je n'esquisse pas le moindre geste pour récupérer la carte. Katz la dépose sur mon plateau, attrape la dernière frite au passage et l'engloutit. Il se lèche les doigts et s'essuie sur le revers de son blouson, puis penche son imposante carcasse au-dessus du lit et murmure, imitant mon ton arrogant. Même pas si je te dis que je sais sur le programme APO?